j'essaye justement, en conclusion du livre, de demander, mais on fait finalement, il y a un progrès ou il y a une régression. Alors c'est vrai que juste aujourd'hui, on peut quand même avoir l'impression qu'il y a une régression. Bon, il y a eu quand même des progrès en ce sens que, à partir de la Déclaration universelle, c'était quelque chose de très important, parce que ça voulait dire qu'on plaçait les droits de l'homme sous la responsabilité de la communauté internationale. Et donc, en principe, les États ne pouvaient plus faire absolument ce qu'ils veulent. L'universalité des droits de l'homme, ça voulait dire aussi que, indépendamment de tout critère, alors comme il est indiqué dans la déclaration de sexe, d'origine, etc., les droits sont pour tous, mais ça voulait dire aussi qu'en principe, les étrangers eux-mêmes doivent pouvoir bénéficier des droits proclamés. À partir de là, il y a eu quand même toute une série de conventions internationales très importantes, hein, qui ont alors soit rendu obligatoire plutôt les droits proclamés dans la déclaration, puisque la déclaration n'est qu'une déclaration. En principe, elle n'a pas en elle-même force contraignante. Donc des conventions que les États ont quasiment tous signées et ratifiées. Les 140 ou 160 États de la planète ont presque tous ratifié et signé toutes ces conventions. Donc des conventions très générales, la Convention sur les droits de la femme, enfin sur oui, la non-discrimination en fonction de la race, la non-discrimination en fonction du sexe, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur le génocide. Enfin, il y a eu comme ça tout un ensemble de textes importants. Ça veut dire aussi qu'il y a eu une forme d'universalisation de l'idée des droits de l'homme, puisque ils les ont, la plupart des États les ont tous signés et ratifiés. À côté de cela, il y a eu aussi des progrès. J'essaye de voir le bon côté des choses, hein, on verra le mauvais après. Voilà. Donc ce qu'il y a eu aussi, c'est que de plus en plus, les droits sont devenus plus effectifs, ou en tout cas, les violations de ces droits ont pu être dénoncées et éventuellement réprimées. Alors c'est vrai au niveau des États, puisqu'il y a eu un peu partout une constitutionnalisation, comme on dit, des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les droits de l'homme sont au sommet de ce que les juristes appellent la hiérarchie des normes, hein, et donc vous avez des juridictions constitutionnelles qui peuvent sanctionner, y compris ce que la loi, y compris les atteintes portées aux droits par la loi. Vous avez bien entendu surtout toute une série d'instances internationales qui sont chargées de veiller à l'application concrète des droits de l'homme et qui peuvent être saisies de plaintes. Je pense au Comité des droits de l'homme ou bien au Comité des droits de l'enfant. Vous avez un comité pour les droits de la femme, tout ça rattaché à l'ONU. Alors, là, déjà, un petit bémol. C'est vrai que ces instances rendent, alors pas des décisions justement, mais des avis, des recommandations qui disent oui, tel État a violé telle disposition, c'est très mal, mais après les États, objectivement, honnêtement, s'assoient dessus. La seule instance qu'ils craignent un peu, ce sont les vraies juridictions. Et des vraies juridictions, il n'y en a pour l'instant que 3. La plus importante, bien sûr, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. La deuxième en importance, c'est la Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais dont les États-Unis ne font pas partie. Donc en fait, c'est surtout l'Amérique latine. Et vous avez aussi aujourd'hui une Cour africaine des droits de l'homme, mais qui commence qu'à un cas. Donc, le problème, si vous voulez, de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que, de fait, elle est très efficace pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle rend des décisions auxquelles les États sont obligés de se soumettre, et en général, se soumettent. Les États européens, uniquement. Alors, voilà. Alors, le problème, bien entendu, c'est que, comme par hasard, cette instance qui est la plus efficace, elle concerne des États dont je ne dirais pas que tous respectent les droits de l'homme, hein, puisque dedans, vous avez aussi la Russie et la Turquie. Mais
qui sont quand même les États, disons, où l'Europe, où les droits de l'homme sont quand même le moins violemment bafoués. Donc ça, c'est effectivement un paradoxe. Un paradoxe, c'est-à-dire que c'est là où les problèmes sont les moins graves que les moyens de parer aux violations sont les plus efficaces. Bon, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Vous avez aussi, là aussi on voit bien, la Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les crimes internationaux peuvent être punis, mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ni les États-Unis, ni Israël, ni toute une série d'États n'y ont adhéré. Et surtout, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, c'est que les seuls pays, ou plutôt les seuls dirigeants, parce qu'elle juge des personnes, les seuls dirigeants qui ont été attraits devant la Cour pénale internationale, ce sont des Africains. Et du coup, vous avez une série de pays d'Afrique aujourd'hui qui sont en train de vouloir quitter cette instance. Voilà. Donc là, on arrive déjà, on arrive déjà aux aspects moins sympathiques. Et de fait, ce qui est aussi assez frappant, c'est que comment dirais-je, la fracture entre les pays qui respectent le mieux les droits de l'homme et ceux qui les respectent les moins bien, elle rejoint un peu une fracture nord-sud, c'est-à-dire que là où les gens subissent des guerres, subissent des persécutions, subissent la famine, en plus les démocraties sont moins bien installées. Donc là vous avez de nouveau cette idée de deux humanités, et puis c'est là-dessus évidemment que vient se greffer aujourd'hui le fait que, et là j'en viens à la question très immédiate d'aujourd'hui, que cette double humanité, eh bien il y en a une qui circule absolument comme elle veut dans le monde entier, et l'autre qui, donc ceux qui mangent à peu près à leur faim, qui sont à peu près soignés, où les droits de l'homme sont à peu près respectés, où la démocratie, cas un cas, est quand même à peu près, ceux-là ils circulent comme ils veulent, ils vont où ils veulent, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui qui déjà ne bénéficient pas de tous ces droits, que ce soit des droits politiques ou que ce soit des droits sociaux, et qui en plus aujourd'hui sont assignés à résidence sous l'impact des politiques migratoires européennes ou d'ailleurs plus généralement de ce qu'on appellera aujourd'hui les pays du Nord. Hein. Parce que si vous regardez l'Australie, c'est encore pire que l'Europe ou que Trump. Donc on peut faire pire. Ben, c'est-à-dire que eux, non seulement, ils trouvent effectivement que leur pays est un peu petit là pour accueillir des gens, c'est vrai que c'est un peu serré, quoi. Et du coup, ce qu'ils font est hallucinant. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile, nous, on n'est pas très sympa avec eux, mais eux, ils les parquent dans des îles, ou alors ils vendent même des îles à des pays étrangers pour ne pas en être responsables. Et les gens croupissent dans ces camps, dans ces îles, pendant des années sans avoir aucune perspective. Donc il y a des choses... voilà. Et tout ça quand même, ça fait partie de cette impression qu'on a aujourd'hui, à quoi s'ajoute évidemment tout ce qu'on voit se passer en Europe avec la montée des extrêmes droites, des racistes, etc., où on se dit que décidément, est-ce que vraiment aujourd'hui les droits de l'homme sont une valeur qui monte ou plutôt une valeur qui descend, hein. Les attaques contre les droits de l'homiste, hein, qui sont aussi assez nettes. Hein.